Bienvenue donc pour cette présentation du nouveau D500. Présentation qui va être assez courte. Je vais vous présenter un petit peu en une vingtaine de minutes les grandes fonctionnalités, les innovations technologiques qui ont donné naissance à ce boîtier, qui est quand même le successeur du D300S, en quelque sorte, qui se sera fait attendre, ce successeur. Et le voici. Et Nikon, en fait, a, un peu comme le D300S à son époque, choisi de faire du D500 un boîtier professionnel à capteur DX. Donc, le cahier des charges, qui était celui à l'époque, a été reconduit sur le D500. Donc, en tant que boîtier professionnel de la marque, on va avoir un petit peu toutes les fonctionnalités héritées du D5 et les technologies héritées du D5. Je pense notamment à l'autofocus dont on parlera, mais également toutes les fonctionnalités ergonomiques. Donc, notamment, alors, la robustesse, l'étanchéité. Ce sont des boîtiers, les D500 et les D5, qui sont amenés à pouvoir s'intégrer dans des conditions de travail un petit peu hors normes. Donc, on va retrouver sur le D500 une étanchéité des joints qui vont permettre de l'utiliser de tout temps, sous la pluie, dans les endroits très humides, et avec un obturateur qui a été testé sur 200 000 cycles, donc comme le D5. Donc on est sur une mécanique et un châssis qui a été vraiment conçu pour travailler dans des conditions extrêmes et intensives. Au niveau ergonomique également, on retrouve les possibilités poussées de contrôle qu'on a sur les boîtiers professionnels. On retrouve bien sûr les possibilités d'affichage des informations sur l'écran supérieur ou sur l'écran arrière. On retrouve les fonctions, les commandes rétroéclairées qui avaient été conçues à la base pour le D4, qui sont bien sûr sur le D5 aussi, mais dont hérite le D500. Quand je dis commande rétroéclairée, c'est que si vous travaillez dans le noir total, vous allez pouvoir voir les touches s'afficher dans le noir pour pouvoir faire des réglages, même dans le noir total. Donc on oublie la petite torche qu'on devait sortir sur les boîtiers précédents. On a la touche de raccourci également, la touche I qui va nous permettre d'accéder rapidement, parce que c'est des boîtiers qui sont conçus aussi pour travailler vite dans l'action. Donc touche I qui nous permet d'accéder à un certain nombre de raccourcis, notamment vers la configuration des commandes, la personnalisation des commandes. On retrouve ça aussi, point commun avec le D5, la possibilité de personnalisation très fine, très poussée, d'un grand nombre de touches présente sur le boîtier. Et pour ceux qui étaient habitués à l'interface des générations précédentes, avec cette nouvelle génération, Nikon a repensé cette interface de réglage au niveau des commandes pour la centraliser en fait dans la définition des réglages perso, ce qui vous permet d'un coup d'œil de voir comment sont réglées ces touches et rapidement d'aller dans leur configuration. D'accord ? Donc ça, c'est des choses que l'on trouvera sur tous les boîtiers professionnels de la gamme. D'un point de vue ergonomique aussi, chose importante, on retrouve les deux sélecteurs principal et secondaire qu'on a aussi d'habitude sur les boîtiers professionnels, ainsi que la touche AF On d'activation de l'autofocus, qui est une exclusivité aussi des boîtiers professionnels. Donc, boîtier vraiment fondu, conçu sur l'exigence des boîtiers professionnels, au niveau de la robustesse, au niveau de l'ergonomie, et également au niveau de l'autofocus. Là, ouais, alors l'idée importante, effectivement, du D500, comme je disais, je l'ai beaucoup comparé au D5, mais c'est en gros, pour simplifier, un D5 beaucoup plus maniable, beaucoup plus léger, beaucoup plus fait pour aussi travailler sur des angles de champ réduits du fait du capteur DX et qui vous permet comme ça de travailler dans des conditions vraiment d'image professionnelle avec un boîtier qui est beaucoup plus versatile. Alors au niveau technologique, on va avoir beaucoup d'innovations aussi au niveau notamment de la sensibilité.
Les sensibilités de travail aujourd'hui sur un boîtier au capteur DX, elles culminent à 51 200 ISO. Je parle bien de sensibilité de travail, sachant que Nikon fait le distinguo entre sensibilité de travail et sensibilité étendue. En sensibilité étendue, les fameux HI, on monte jusqu'à 5 sensibilités au-dessus de ce 50 000 ISO. Hein, donc pour des usages un petit peu plus particuliers. Mais déjà pouvoir monter en sensibilité de travail jusqu'à 51 200 ISO, bah, ça permet de photographier dans des conditions et des choix de couple vitesse-diaphragme qui ne seraient pas possibles d'appliquer dans d'autres situations. Là, vous avez un exemple d'image en sortie de boîtier à 51 000 ISO. Évidemment, il y a de la matière, il y a de la texture. On est à 50 000 ISO sur un boîtier à capteur DX. Mais cette texture, elle est quand même très bien maîtrisée au niveau également de la dynamique et de la colorimétrie. Du coup, c'est une sensibilité qui est exploitable sur un boîtier, encore une fois j'insiste là-dessus, au format DX. Grande innovation également au niveau de l'autofocus. On était sur la génération précédente sur un module autofocus à 51 collimateurs. On passe là, sans transition, je dirais, à 153 collimateurs. Donc augmentation colossale du nombre de points. Alors, c'est quoi la conséquence d'une augmentation aussi forte du nombre de collimateurs? C'est la couverture. La couverture des collimateurs, elle est quasiment totale aujourd'hui sur un boîtier D500. Et c'est la densité. La densité des collimateurs qui vont permettre un suivi plus fin des sujets en mouvement. Alors là, à ce niveau-là, au niveau du suivi, il y a un petit distinguo à faire entre les collimateurs sélectionnables et les collimateurs d'appui, de renfort, on va dire, pour le suivi. Vous avez parmi les 153 points, 55 collimateurs sélectionnables. C'est ceux qui apparaissent comme des carrés, ici. Les autres sont des collimateurs, donc les points qui restent, sont des collimateurs d'assistance. Donc 55 collimateurs sélectionnables, c'est déjà 4 de plus que ceux qu'on avait avant. Et on y rajoute encore un nombre important de collimateurs pour arriver au total à 153. Évolution notable également au niveau du nombre de collimateurs qu'on dit en croix. Sans rentrer trop dans la technologie, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce terme, l'idée des collimateurs en croix, c'est de pouvoir analyser la mise au point, quelle que soit l'orientation du détail sur lequel on souhaite faire la netteté. Quand un collimateur n'est pas en croix, on dit qu'il est linéaire et il n'analyse que dans une seule direction. Ici, on a 99 collimateurs en croix, contre 15 sur la génération précédente. Et ce qui est aussi très appréciable, c'est que contrairement à la génération précédente où les collimateurs en croix étaient centrés dans le viseur, donc avec une homogénéité au niveau des performances de collimateurs qui n'était pas vraiment égale entre les côtés et le centre. Aujourd'hui, on a une meilleure répartition entre les collimateurs en croix au centre et puis d'autres collimateurs en croix aussi qui sont sur les extrémités. Donc une couverture plus homogène pour un suivi possible, parce que c'est bien d'avoir des collimateurs partout, mais si l'appareil perd le suivi quand ça arrive sur les côtés, c'est un peu dommage. Là, ce ne sera pas le cas parce que les collimateurs en croix sont beaucoup mieux répartis et de façon très large. Autre point à souligner également, la sensibilité du collimateur, notamment du collimateur central. Elle descend cette sensibilité à -4 IL, donc la même sensibilité que sur le D5. Pour parler en termes photographiques, -4 IL, ça correspond à des conditions de lumière qui nécessiteraient 2 minutes de pause à diaph de 8 à 100 ISO. Je parle un peu plus aux photographes, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une pénombre très prononcée, hein, limite dans le noir. Et dans ces conditions de lumière, le collimateur central continue à pouvoir être opérant. Donc, possibilité comme ça d'avoir en fait un autofocus qui soit en phase avec les capacités d'ISO. Pouvoir monter à 50 000 ISO, c'est pouvoir faire des photos dans le noir. Bah, si on ne peut pas faire de mise au point dans ces conditions-là, on a une partie de la réalisation de l'image qui nous échappe. Donc là, on a un module autofocus qui est vraiment en phase avec les capacités de montée en sensibilité. Sur la génération précédente, on était à -2 IL.
sachant qu'à chaque IL, on a un coefficient 2 en quantité de lumière, on peut dire que le collimateur central est 4 fois plus sensible que la génération précédente. Donc une évolution quand même très notable. Donc couverture plus large, qui va permettre d'aller chercher des sujets qui autrefois échappaient à la couverture des collimateurs. Et densité plus importante de points, qui va permettre de faire des suivis sur des sujets qui occupent une toute petite place en fait dans l'image, mais que l'appareil va être capable de repérer et d'aller suivre. L'évolution technologique, elle s'est faite également au niveau de la gestion des rafales. 10 vues par seconde, et ces 10 vues par seconde pouvant être tenues sur du fichier brut sur 200 images. Avec une carte XQD, c'est aussi une des évolutions importantes du D500, il embarque un nouveau format de carte XQD qui sont à l'heure actuelle les seuls à être capables de suivre des débits nécessaires à du 10 images secondes en RAW sur 200 vues. Donc là, vous avez un boîtier qui est vraiment taillé pour la photo d'action, animalière notamment, sport mécanique également. Nikon, pour répondre aux exigences de ces nouveaux boîtiers, a repensé entièrement la mécanique en fait, miroir, obturateur. Et je pense notamment à la mécanique du miroir parce que ils ont fait en sorte, les ingénieurs Nikon, que le miroir reste le plus longtemps possible en position de visée. Et ça, alors c'est subtil, mais ça se ressent quand même sur le terrain. On se rend compte que quand on lance une rafale comme ça, dans un suivi de sujets en mouvement, on a moins l'impression d'avoir la visée occultée que sur les générations précédentes. Parce que le miroir se relève vraiment à la dernière minute, si on peut dire, et le sous-miroir qui renvoie la lumière vers le module autofocus, du coup, voit aussi plus longtemps le sujet en mouvement et du coup assure un meilleur suivi. Donc ça, c'est pour l'aspect technologique, mais franchement, on le ressent. Ce qu'on ressent aussi par rapport à la F, c'est sa nervosité, sa vélocité, sa réactivité. Ça, c'est en grande partie lié au fait qu'il y a un capteur qui est dédié maintenant à l'autofocus, pas un capteur, pardon, un processeur qui est dédié à l'autofocus maintenant sur le D500. Alors que sur la génération précédente, c'était le même processeur qui s'occupait un petit peu de 1000 tâches en même temps. Là, au moins, l'autofocus, il est dédié, il est dévolu à un processeur en particulier, ce qui lui permet d'être beaucoup plus réactif. Et si vous avez l'occasion de tester comme ça le D500, c'est à mon sens quelque chose qui va vite vous surprendre. Wow, il est vraiment très nerveux. Au niveau de la visée, on est sur une visée réflexe, typée professionnelle, là encore. Si vous avez eu l'occasion de mettre l'œil dans un boîtier de la gamme Expert ou viseur d'un boîtier de la gamme Pro, on ressent bien la différence. Visée très claire, très large, avec un dégagement oculaire qui est assez généreux pour les porteurs de lunettes notamment. Et cette visée optique, elle est complétée par une visée vidéo. C'est un peu, à mon sens, le meilleur des deux mondes en fait, qui est réuni dans ce type de boîtier. C'est que vous pouvez travailler, et le D500, avec son écran orientable, est particulièrement intéressant pour cela. Pour certaines situations, alors moi je l'utilise principalement pour de la prise de vue type technique, photographie d'architecture, paysage, nature morte également, au studio. Je préfère travailler au Live View parce qu'on a un certain nombre d'outils qu'on n'a pas avec la visée optique. Notamment dans les différents affichages, on a des outils comme le quadrillage qui nous permet de caler notre composition ou nos lignes d'horizon. On a l'histogramme en temps réel qui nous évite d'avoir à faire un test, vérifier sur l'image, puis re-shooter après modification. Là, on va faire les modifications en direct. On a des outils comme l'horizon virtuel qui permettent de caler, encore une fois, le boîtier pour assurer soit une séquence vidéo, soit une photo. Et je vous parlais tout à l'heure de la touche I qui nous permettait d'accéder à un certain nombre de raccourcis. En Live View, qu'il soit photo ou vidéo, on va pouvoir aussi en tirer bénéfice parce qu'on va pouvoir aller configurer très rapidement le Live View
sans avoir à faire des allers-retours entre le menu et l'interface du Live View. Donc, grande efficacité en fait de travail avec ce Live View. L'écran orientable est un plus, hein, clairement, pour ce genre de travail. Le D500 inaugure aussi l'AF tactile. Donc, comme l'écran est tactile, je vais pouvoir aller chercher en fait sur l'écran avec le doigt la zone qui m'intéresse en termes de mise au point. C'est loin d'être un gadget, hein, sur le terrain, ça permet vraiment d'aller assez vite et assez précisément, plutôt que d'utiliser donc le joystick qui a une inertie qui est un petit peu plus long. Donc ça, l'AF tactile fait partie des choses qui, à mon sens, sont vraiment intéressantes aussi par rapport au Live View. Donc boîtier qui est capable de s'insérer en fait dans des configurations de prise de vue assez diverses grâce à la visée vidéo, et évidemment qui est capable d'assurer des captures vidéo. Hop, ici. Capture vidéo donc en 4K. Hein, ça y est, on peut opérer en 4K sur des séquences jusqu'à 30 minutes. Hein. Et avec une qualité, donc jusqu'à 30 minutes ici, avec une qualité élevé dans la mesure où ce qui est utilisé de la surface du capteur quand on passe en 4K, c'est juste les besoins en termes de définition. Donc il y a un crop de 2,2 en termes de coefficient, parce que l'appareil n'utilise que la zone du capteur nécessaire à l'obtention de la définition 4K. Et du coup, c'est ce qu'on appelle faire la vidéo pixel to pixel. Il n'y a pas de sous-échantillonnage nécessaire pour passer à la vidéo. Et donc meilleure restitution des détails. Au niveau des fonctionnalités plus typées vidéo, le D500 inaugure également une stabilisation électronique qui est assez impressionnante. Je vais vous montrer à main levée. Donc qui est accessible là via la touche I. Ici, pardon, je l'ai passé, voilà. Pour l'instant, il n'y a aucune stabilisation, hein, hop, ni sur l'objectif, ni sur le boîtier. Donc là, on sent que ça tangue un petit peu. Si je l'active, hop, voilà, là, vous voyez la stabilisation du VR. Je suis quasiment sur trépied. Je continue de parler quand même, mais c'est parfaitement stabilisé. Je peux combiner ça avec le VR, bien sûr, de l'objectif. Hein. Mais ça permet d'avoir une séquence vidéo en l'absence de trépied qui est déjà quasiment totalement stabilisée. Hein. Donc ça, c'est une innovation aussi qui arrive avec le D500. L'idée, c'est de gagner du temps, hein, cette stabilisation. On n'aura pas besoin de la faire en post-production. Elle est faite dès la capture. Et du coup, combiné avec l'autofocus tactile, la touche I, ça permet vraiment de travailler avec une fluidité, une efficacité importante. Encore une fois, que ce soit en vidéo ou en photo. Grande innovation aussi de la part de Nikon sur la gestion des flashs à distance. Le D500 inaugure le système de contrôle de flash à distance radio, hein, via un adaptateur qui est hop, ici, qui vient se greffer sur la prise d'Ibroche, qui s'appelle le WR-R10, et qui va être capable de communiquer avec des flashs radio. Pour l'instant, c'est le SB5000, hein, donc le nouveau flash que propose Nikon, qui est capable de faire ça. Et du coup, on va pouvoir travailler en déport à travers des obstacles, avec une beaucoup plus grande quantité de flash mis en œuvre, à des plus grandes distances. Donc, beaucoup de possibilités en fait, créatives qui s'ouvrent avec ce nouveau système radio. Assez simple à configurer, hein, c'est ce qu'on craignait un peu au début, on dit oh là, la radio, bon, il va y avoir plus de canaux, etc. On s'y fait très très vite, pas de souci à ce niveau-là. Dernière innovation à signaler, qui est plus dans l'idée de la communication, hein, des images rapides, c'est le système SnapBridge, qui est un système qui permet en fait de récupérer au fur et à mesure des prises de vue
faites avec le D500 les images sur son téléphone, sur son smartphone. Donc l'idée un petit peu qu'il y a derrière SnapBridge, c'est de pouvoir faire des photos comme au téléphone, mais avec la qualité du D500, et avec les capacités du D500, et avec la possibilité de contrôler le D500, et notamment au niveau de son déclenchement, à distance. Donc, ça fait une télécommande Live View. Avec des fonctionnalités aussi qui sont intéressantes, notamment la géolocalisation des images à leur arrivée dans le téléphone. Ce qui est intéressant aussi à signaler, c'est que c'est une liaison en fait qui est permanente. C'est-à-dire que vous n'avez pas à chaque fois que vous voulez être en connexion à relancer l'appairement. Une fois qu'il est fait, il va rester en permanence. Quand vous allumez l'appareil et que vous commencez à shooter les images, c'est une option bien sûr, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez demander à ce que les images soient envoyées automatiquement vers votre smartphone. Il y a une communication Bluetooth basse consommation qui est continue et qui va réveiller en quelque sorte le téléphone dès l'allumage de l'appareil. Donc voilà, beaucoup de nouvelles fonctionnalités, les grosses évolutions technologiques également sur ce boîtier. C'est vraiment l'idée à retenir, je pense, par rapport à ce boîtier, c'est que c'est un mini D5. Hein. J'ai eu l'occasion de l'utiliser pendant quelques mois dans des situations assez diverses et il sait vraiment se faire assez discret, assez léger. Hein. Bon, on parle d'un boîtier professionnel, mais pour les habitués notamment du D5 ou des boîtiers de cette gamme-là, on a affaire à un boîtier qui est vraiment plus léger. Si vous voulez le découvrir un petit peu plus en avant, je présente à 17h15 une petite conférence de 3/4 d'heure sur la configuration des boîtiers professionnels qui nous donnera l'occasion d'aller voir quelques astuces de réglage hein, sur ce type de boîtier. Donc si ça vous intéresse de creuser un petit peu ce boîtier, revenez à 17h15, comme ça je vous montrerai de façon un petit peu plus approfondie et un peu plus longue les différentes fonctionnalités, les différentes possibilités ergonomiques. Merci de votre attention. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Hein. Je reste là, donc ouais, il y a déjà des demandes. Merci beaucoup. Bon salon.